Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, je suis Jean d'Amérigo. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de moi, car il m'est arrivé de faire des conférences donc, au salon de Fitou, salon qui était en présentiel. Vous vous rappelez de cette époque bénie où on pouvait se rencontrer facilement. Bon, j'espère qu'on pourra le faire à nouveau l'année prochaine. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une destination qui est assez méconnue, qui est l'Argentine. Alors l'Argentine, c'est un immense pays. Je vais vous montrer beaucoup d'images. Ça va vous permettre d'en savoir davantage. Et je tiens à préciser d'ailleurs qu'il y a un programme spécifique dans la brochure de Fitou que nous avons lancé avec l'équipe de Fitou et donc qui aura lieu l'année prochaine. Donc, je vais suivre un petit peu la trame de ce voyage, mais toutes les explications que je vais vous donner ne sont pas spécifiques à ce voyage, puisque nous avons repris dans cette programmation les destinations incontournables de l'Argentine. Et si vous vouliez faire un voyage en individuel, par exemple, eh bien, finalement, la trame serait relativement similaire. Donc, c'est un voyage en 14 jours et 11 nuits sur place en Argentine. Alors, vous voyez, on a mis cette petite carte de l'Amérique latine pour vous permettre de un peu mieux visualiser l'Argentine. Donc, nous sommes sur l'autre hémisphère, donc les saisons sont inversées par rapport à la France. Quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été chez eux. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, c'est une destination où on se rend en général, je dirais, de la fin octobre jusqu'à début avril, quand c'est le printemps et l'été chez eux. Vous vous rendez compte aussi, grâce à cette carte, des dimensions de l'Argentine. C'est un pays gigantesque qui fait presque 4000 km de long. Donc, évidemment, c'est un très, très grand pays. Et vous le voyez avec cette petite carte que nous avons faite, que nous sommes obligés de prendre des vols intérieurs, de prendre de nombreux vols intérieurs pour nous déplacer. Les voyages par la route seraient beaucoup trop longs et ne sont pas possibles. Donc, c'est ce qui rend le voyage en Argentine si cher. C'est vrai que c'est une destination un voyage en Argentine représente toujours un investissement important. Eh bien, c'est à cause de tous ces vols intérieurs qu'on est obligé de prendre. Alors, le bon côté de cette situation, c'est qu'évidemment, on ne passe pas des longues journées dans les autobus. On prend des vols intérieurs et évidemment, ça rend les déplacements relativement rapides et agréables. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous décrire un petit peu les différentes régions les plus importantes en Argentine. Et donc, je commence bien sûr avec la belle ville de Buenos Aires. Bon, Buenos Aires, c'est un mythe. Hein. C'est vrai que c'est la seule belle ville moderne, je dirais, d'Amérique latine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Amérique latine, on va trouver des villes coloniales qui sont très, très belles, hein, donc des villes qui ont été construites, bâties au moment de la colonisation par les Espagnols. Donc, on va retrouver ces très jolies villes au Pérou, en Équateur, au Mexique, etc. Mais en général, les villes nouvelles, les villes modernes en Amérique latine ne sont pas des exemples de réussite architecturale. La seule ville, effectivement, qui contredit ça, c'est Buenos Aires. C'est vrai que l'Argentine est un pays qui a connu une expansion économique à la fin du 19e siècle. Et tout de suite, les Argentins ont eu la volonté de se bâtir une belle capitale, exactement comme l'avaient fait les Américains, par exemple. Et pour ce faire, alors, ils ont invité énormément d'architectes étrangers et surtout beaucoup d'architectes français qui sont allés travailler à partir de la fin du 19e et au début du 20e siècle à Buenos Aires pour construire des immeubles. Et c'est pour ça, vous le verrez d'ailleurs tout à l'heure, qu'on retrouve des exemples d'immeubles qui sont des immeubles haussmanniens. Voilà, les architectes aimaient bien aller faire quelques contrats en Argentine. Et donc, ils ont pu travailler à la fois sur Paris et à la fois sur Buenos Aires. Donc, c'est une grande ville, Buenos Aires. C'est vrai que c'est la seule grande ville véritablement intéressante qu'on peut retrouver en Argentine. Et donc, c'est une ville avec des quartiers qui sont très différents, un petit peu comme on peut les retrouver sur Paris. Voilà, donc on a un tour de ville qui se fait d'ailleurs généralement sur 2 jours et qui va nous permettre de découvrir les différents grands quartiers de Buenos Aires. Alors, on commence avec le quartier de la Recoleta, qui est un quartier assez chic, hein, c'est un petit peu le 16e ou le Neuilly local. Et donc, on le voit déjà avec cette première image
avec un immeuble qui pourrait très bien être à Paris. Hein. C'est vraiment typiquement l'immeuble haussmannien. Voilà, donc ça vous, on en voit beaucoup dans Buenos Aires. Alors l'autre chose qui est intéressante dans le quartier de la Recoleta, ben, c'est son cimetière, hein, qui est un petit peu l'équivalent de notre Père Lachaise. C'est un très très grand cimetière avec des caveaux qui sont très beaux, très imposants et avec des rues exactement comme au Père Lachaise. Donc évidemment, c'est un incontournable de la visite de Buenos Aires. Alors Buenos Aires, c'est aussi quelques bâtiments historiques. Hein, on le voit avec, par exemple, cette église, hein, de Notre-Dame du Pilar. Bon, on trouve assez peu de bâtiments coloniaux. C'est vrai que les seules villes un petit peu qui ont un caractère colonial, on les retrouve dans la région de ce qu'on appelle du NOA, hein, du nord-est argentin, autour de la ville de Salta. Et on s'y rendra tout à l'heure. Vous pourrez en voir quelques exemples tout à l'heure. Alors Buenos Aires, c'est aussi l'Avenida Alvear, hein, qui est un petit peu les Champs-Élysées locales, hein, avec des hôtels chics, des boutiques chics, etc. Mais bon, ça, voilà, c'est un incontournable, mais bon, on préfère passer du temps dans des quartiers qui ont plus de saveur, hein, qui sont plus sympathiques. Et le quartier de Palermo, par exemple, est aussi un incontournable, parce que c'est un quartier très bohème avec beaucoup d'artistes et qui est vraiment très sympathique à visiter. Alors, un autre quartier, lui aussi un incontournable de Buenos Aires, c'est le quartier de la Boca, la Bouche. C'est un quartier qui se trouve à côté du port, hein, et qui était à l'époque le port, qui est le grand port de Buenos Aires. Et donc, c'est là qu'à partir du 19e siècle, les immigrants arrivaient, débarquaient des bateaux pour venir refaire leur vie en Argentine. Donc, c'était un quartier très pauvre, très populaire autour de ce port. Voilà, et donc c'était un quartier assez haut en couleurs. Haut en couleurs, d'ailleurs, on le voit, puisque les gens de la Boca aiment bien utiliser des couleurs vives pour repeindre leur maison. Voilà, donc c'est un quartier qui a connu une histoire importante. C'est un quartier toujours assez populaire, avec son club de football, hein, qui est très très connu, Boca Juniors, dans lequel un jeune footballeur dans les années 70 s'est fait une renommée internationale. Vous savez bien que je parle du fameux Diego de Maradona. Alors la Boca, c'est aussi de là qu'est née une danse qui est devenue le symbole maintenant de l'Argentine, le tango. Une danse qui était considérée comme totalement vulgaire par les bourgeois bien pensants de la fin du 19e ou début du 20e siècle. Mais aujourd'hui, cette danse est devenue le symbole du pays. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui dansent le tango à Buenos Aires. Il y a des quartiers, d'ailleurs, on emmène nos clients voir ça. Souvent en fin d'après-midi, on voit les gens qui, en sortant du travail, en tout cas pour ceux qui aiment la danse, s'exercent un petit peu. Et d'ailleurs, dans nos circuits, on prévoit d'abord toujours un dîner dans un cabaret de tango. Donc là, on voit un spectacle avec des danseurs professionnels, hein, qui se produisent à Buenos Aires, mais qui souvent se produisent dans le monde entier. Donc évidemment, c'est très impressionnant parce que ce sont des danseurs professionnels. Mais on emmène aussi nos clients en général voir dans un café où à partir de la fin d'après-midi, on voit les gens de Buenos Aires danser un petit peu. Et d'ailleurs, pour ceux qui le veulent, on prévoit souvent un cours de danse afin de découvrir les fondamentaux de cette danse, ce que je recommande pour les gens qui sont bons danseurs. Ce n'est pas mon cas. Voilà, donc un quartier vraiment très sympathique, ce quartier de la Boca, avec des couleurs très très vives. C'est vrai que ça permet de faire des photos vraiment très sympathiques. Voilà, d'autres quartiers aussi, donc à Buenos Aires, le quartier de San Telmo par exemple, hein, qui est un quartier qui était assez pauvre et puis qui est devenu un peu un quartier bohème. Hein. Voilà, donc là aussi c'est un quartier très agréable à visiter, avec, je suis allé un petit peu trop vite, avec son jardin couvert, etc. Voilà, c'est un endroit vraiment très sympathique. Donc, on continue notre visite de Buenos Aires et puis, bien sûr, on va faire les grands institutionnels avec cette fameuse Plaza de Mayo, hein, qui est une des places les plus importantes de la ville et qui donne juste en face sur la Casa Rosada, hein, donc sur la Maison Rose. Vous la voyez, eh bien, c'est l'équivalent argentin de la Maison Blanche qu'on retrouve à Washington. Donc, c'est là que se trouve le siège du gouvernement et c'est là que vit le président de la République argentin. Voilà, donc c'est un endroit très important.
C'est un endroit aussi important parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations. Vous savez que dans les années 70, l'Argentine a subi un coup d'État et qui a été terrible avec une junte militaire qui a pris le pouvoir et qui a enlevé, qui a torturé énormément de gens, de manifestants, de gens qui s'opposaient à ce mouvement politique qui a été assez horrible. Voilà. Et donc les grandes manifestations, on a pu en voir encore ces dernières années avec les mères des disparus qui manifestaient là pour savoir où étaient enterrés leurs enfants. Voilà, c'est un endroit très symbolique pour les Argentins. Voilà. Donc voilà, et vous voyez cette photo qui est très intéressante avec le 25 mai 1810, c'est la date à laquelle l'Argentine a pris son indépendance par rapport à la couronne espagnole après des batailles et une guerre qui a été très difficile pendant toute l'Amérique latine, où tous ces pays ont voulu récupérer leur indépendance et faire tomber la mainmise espagnole sur leur vie au quotidien. Voilà, donc c'était le 25 mai 1810. Voilà, donc il y a quelques vues de Buenos Aires. Donc on utilise toujours des hôtels qui sont en centre-ville de Buenos Aires. Et donc, on aime bien, nous, avoir entre autres une journée où on ne va pas prendre d'autobus. D'ailleurs, on va prendre des minibus, des taxis, on va se déplacer à pied, etc. pour essayer de goûter, pour essayer de bien sentir cette vie de cette ville de Buenos Aires, qui est vraiment une ville très agréable. Voilà, donc ensuite, eh bien, après Buenos Aires, eh bien, on va prendre un vol intérieur et on va descendre donc, en Patagonie, à Ushuaia. Donc Ushuaia, qui est un port qui donne donc, sur le canal de Beagle. Le canal de Beagle, c'est un espèce de canal naturel qui permet de passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique sans avoir à faire le tour complet de l'archipel et avec tout au bout le Cap Horn, qui est la dernière île que devaient contourner les marins avant la découverte de ce canal de Beagle. Voilà, donc Ushuaia, c'est un port qui a connu une époque, qui a connu un petit peu son heure de gloire au 19e siècle, à l'époque où justement les bateaux passaient par là pour passer d'un océan à l'autre. Ça, c'était avant, bien sûr, le percement du canal de Panama. Voilà, donc c'est un port où les bateaux s'arrêtaient pour ravitailler. Voilà, donc c'était une ancienne ville portuaire et j'allais dire qui ne vivait simplement que de l'assistance qu'elle portait au bateau. Donc c'est vrai que la population est très faible et qu'il n'y a pas eu un effort architectural pour rendre cette ville jolie. Donc après le percement du canal de Panama, c'est vrai que la ville est un petit peu tombée en désuétude. Et puis elle renaît un petit peu de ses cendres à partir des années 80, quand le tourisme va commencer à se développer. Et que les gens vont commencer à venir là pour voir un petit peu cette fin du monde, comme on le voit sur le panneau là, cette Ushuaia fin del mundo, puisque évidemment c'est la dernière ville du continent sud-américain. Après, il y a un archipel d'îles inhabitées, et puis ensuite, eh bien, c'est l'Antarctique. Voilà, donc ça a des décors qui sont un peu surprenants, on le voit avec ces montagnes dans le fond. C'est la chaîne andine, la chaîne andine termine son périple. La chaîne andine commence commence en Colombie, va suivre tous les pays sud-américains le long de la façade pacifique et bien mourir dans mer au niveau d'Ushuaia. Voilà, donc ça donne des décors qui sont quand même assez surprenants. Donc voilà la petite ville d'Ushuaia. Donc on a toujours des hôtels confortables qui sont situés généralement un petit peu sur les hauteurs parce que ça donne une très très belle vue sur le canal de Beagle. Et donc on va bien sûr manger en centre-ville et souvent on mange du crabe parce que la spécialité locale c'est le crabe de mer. Ils ont des crabes qui sont énormes. Quand on déplie les pattes, c'est des crabes qui font plus d'1,20 m de largeur. C'est assez énorme. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout à Ushuaia, eh bien, ce sont les beautés naturelles. Et la première d'entre elles, c'est le parc national de la Terre de Feu, qui est vraiment superbe. Donc, je vais vous montrer quelques images. Voilà, donc c'est une zone qui est restée protégée, heureusement. Et voilà, c'est la toute fin du continent. Et voilà, ça permet de faire des très, très belles promenades et de faire des très, très belles photos sur cette zone patagonique. Voilà, et puis ensuite, donc, la deuxième chose qui est un incontournable quand on arrive à Ushuaia, eh bien, c'est d'aller faire donc, une croisière sur ce canal Beagle.
Voilà, donc c'est un bras de mer, hein, simplement, un archipel. Hein, et voilà, et donc il y a des très belles photos à faire, entre autres de ce phare, qui est un phare qui était très connu par les navigateurs au 19e siècle. Hein, donc voilà, c'est un incontournable. C'est la photo qu'il ne faut pas rater. Voilà. Mais ce qui nous intéresse surtout, eh bien, ce sont ces îlots qui sont habités par énormément de faune, hein, et beaucoup d'otaries et de phoques. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu le petit bateau qu'on utilise, hein, et qui nous permet de faire cette navigation. Voilà. Et ça nous permet d'aller voir ces îlots qui sont recouverts d'animaux et qui nous permettent de prendre des photos très sympas. Donc ensuite, eh bien, une fois qu'on a fini nos visites sur Ushuaia, eh bien, on va partir donc à El Calafate. Donc, on va reprendre un vol assez court cette fois-ci, puisqu'on reste en Patagonie. Donc, on va faire un vol qui va durer à peu près 50 minutes pour aller d'Ushuaia à El Calafate. Donc, El Calafate, eh bien, c'est un petit bien qui est né de l'essor du tourisme. Hein. Voilà. Et des gens du monde entier donc, rêvent de venir à El Calafate parce que, eh bien, on peut y admirer des glaciers gigantesques qui descendent voilà, de la crête de la chaîne andine. Alors, deux visites incontournables quand on est à Ushuaia. D'abord, eh bien, c'est d'aller faire une journée de croisière sur le Lago Argentino, donc le lac argentin. Voilà, donc vous voyez le petit bateau là tout en bas. C'est un bateau qui est quand même à une certaine taille, mais comme la photo est prise de loin, le bateau a l'air petit. Donc, on va faire une journée entière, presque, hein, de navigation. Je pense qu'on part vers 10 heures en général et on revient vers 16h, 16h30. Et donc, voilà, on va aller voir parmi les grands glaciers de la région. Donc, voilà, donc c'est des photos assez incroyables qui nous attendent là encore toute la journée. Et donc, vous voyez le bateau qu'on utilise. Et donc, le premier glacier dans lequel on s'arrête, eh bien, c'est le Speggazzini, qui est un glacier gigantesque, qui doit son nom à un scientifique d'origine italienne, un géomètre c'est lui qui a déterminé la frontière entre l'Argentine et le Chili. Voilà, et donc on a donné son nom à ce glacier. Donc on a des photos assez incroyables à faire. C'est vrai que ça donne des couleurs assez spectaculaires, surtout cette espèce d'eau turquoise, hein, qui est due au lait glaciaire. Bon, on retrouve ça à peu près dans tous les lacs d'altitude. Hein. En France, c'est la même chose. Et là, c'est vrai que le lac est gigantesque. Il fait une croisière entière, une journée entière de croisière sur un lait glaciaire. C'est assez surprenant. Donc, un autre glacier très connu qui est le glacier Uppsala. Voilà, donc, je suis allé un petit peu trop vite. Donc, et donc, on peut, d'ailleurs, si on est courageux, on peut même partir en excursion, par exemple en kayak, par exemple, pour aller voir les icebergs, hein, qui se détachent des glaciers. Voilà, c'est vraiment une très, très belle journée de navigation. L'autre incontournable quand on est à El Calafate, bien sûr, c'est aller voir le Perito Moreno. Donc, c'est le plus grand glacier de la région. C'est un mur de glace, hein, qui fait à peu près 4 km de large. La partie émergée du glacier fait l'équivalent d'un immeuble de 4 à 5 étages. Voilà, et donc ce glacier avance tout doucement, il arrive, il se constitue, il se recharge sur la crête andine, et grâce à l'humidité, hein, qui s'arrête en haut de la crête, l'humidité des nuages se transforme en glace et elle recharge ce glacier petit à petit, qui avance avec le poids et qui vient se détacher, des blocs se détachent les uns après les autres quand ils arrivent dans le lac argentin. Voilà, donc c'est un des plus grands glaciers de la planète. C'est vrai que ça permet de faire des photos assez incroyables. Voilà, c'est un spectacle vraiment incontournable quand on est à El Calafate. Donc, vous voyez les trottoirs là sur cette photo, vous voyez les gens dans le contrebas. Donc, ça vous donne une idée de la taille de ce glacier que vous avez en face de vous. Et donc, bien sûr, tout le monde attend parce qu'il y a des blocs de glace qui se détachent. Donc, à chaque fois, c'est un peu l'équivalent d'un immeuble de 4 à 5 étages qui s'écroule devant vous et qui tout d'un coup s'écroule dans l'eau, dans le lac, et puis génère à chaque fois un mini tsunami. Voilà, donc tout le monde attend ça, ça arrive à peu près toutes les 30 minutes, et donc évidemment, c'est la photo qu'on ne veut pas rater. Voilà, vous voyez, ça permet vraiment de faire une très belle randonnée, c'est une très très belle journée, là aussi, cette visite au Perito Moreno.
Donc ensuite, eh bien, on va reprendre un avion pour repartir en direction de Buenos Aires. Donc c'est là où à ce moment-là, on fait la deuxième partie de la visite en général. Et ensuite, eh bien, on reprend à nouveau un vol intérieur pour aller dans la région pour se poser dans la ville de Salta, donc qui est une ville dans ce nord argentin. Et à partir de Salta, eh bien, on va généralement rester 3 à 4 nuits dans la ville de Salta pour faire en étoile des visites dans cette magnifique région. Donc là, je vais vous montrer quelques images de ce qu'on peut voir au fur et à mesure de ces visites. Donc ça commence avec cette Quebrada de las Conchas, voilà, donc qui est une région assez surprenante, hein, avec des couleurs. La roche a pris une couleur assez incroyable, vous allez vous en rendre compte. Voilà, donc c'est une zone où il y a eu une activité sismique très importante il y a de ça des millions d'années. C'est une région où il y a encore une activité sismique intense, hein, puisqu'on est collé sur la frontière du Chili et de la Bolivie. Et dans cette zone, on trouve à peu près 10% des volcans de la planète sont concentrés là. Donc il y a une activité très intense depuis toujours. Et c'est vrai que cette activité sismique a fait remonter des métaux à la surface, et ces métaux donnent des couleurs à la roche qui sont assez exceptionnelles. Voilà, donc c'est des journées où on part le matin, on mange toujours dans un petit restaurant, dans un petit village le midi, et toute la journée, eh bien, on visite ces zones qui sont vraiment exceptionnelles. Voilà, donc quelques images qui vous permettent de sentir un petit peu ambiance locale. Donc heureusement, eh bien, on ne voit pas que du minéral dans cette région de Salta. Il y a aussi la zone de Cafayate, hein, qui est un incontournable. Donc c'est une région très verte, hein, et une sorte d'oasis. Et donc c'est une zone qui est très propice à l'évolution, en tout cas aux vignobles. Et donc vous savez que l'Argentine est un grand pays du vin aujourd'hui, hein, grâce surtout à des Français d'ailleurs qui sont venus dès le 19e siècle commencer à planter du vignoble. Voilà, et donc dans cette région de Cafayate, eh bien, généralement on visite un chai, et on propose d'ailleurs à nos clients qui le veulent d'aller faire du vélo dans les vignobles, ou s'ils le veulent, de faire aussi une dégustation de vin. Le vin argentin est très bon, il est plus fort que le vin français en général, il est assez tannique, mais il est très agréable. Donc ensuite, eh bien, on continue avec cette Quebrada de la Humahuaca, hein, donc, qui est aussi une autre zone assez incroyable, hein. Donc là encore, vous le voyez, des couleurs assez exceptionnelles. Donc dans cette Quebrada, on va pouvoir voir aussi des petits villages amérindiens. Je vais aller un petit peu trop vite. Donc ce sont des petites villes coloniales, hein, qui sont encore peuplées d'Amérindiens, qui sont construites en adobé, en terre. Voilà. Et donc ça permet parce que c'est vrai que dans le reste de l'Argentine, on ne voit pas de gens d'origine amérindienne. Voilà. Mais dans cette région, eh bien, on peut en voir quelques-uns. Donc toujours des très très belles photos, hein, des très très belles images. C'est vrai que c'est une région magnifique, hein, voilà, qui donne extrêmement sauvage. Il y a extrêmement peu de tourisme d'ailleurs. En général, de toute façon, en Argentine, il y a très peu de tourisme parce qu'il faut prendre des vols intérieurs et qu'il y a très peu de vols intérieurs. Donc peu de gens peuvent aller en Argentine. Et c'est vrai que dans cette région, elle est particulièrement sauvage et on peut vraiment faire des très très belles photos. Voilà, donc on voit un petit peu, excusez-moi, je vais un petit peu trop vite. Donc on voit des villages amérindiens, des cimetières amérindiens. Là, on voit une petite fête locale avec leur costume local. Donc vous le voyez, des très très belles images. Et puis donc on continue notre visite avec le parc national de las Cardones, hein, et puis on va également voir le petit village de Cachi. Voilà, donc on commence avec cette Cuesta del Obispo, donc une vallée avec une route qui est assez célèbre, hein, voilà, qui serpente. C'est un incontournable, on s'y arrête toujours pour prendre la photo de cette route, c'est assez incroyable. Et puis on passe des cols, hein, donc on va évoluer pendant cette visite entre 1000 mètres et 3500 mètres d'altitude. Voilà, là on voit par exemple un col qui s'appelle Piedra del Molino, on est à 3348 mètres, voilà, avec sa petite chapelle. Voilà. Et puis donc le voilà, ce parc national des Los Cardones, hein, qui sont ces cactus, hein, qui se sont développés là. Et là, on a une belle vue à ce moment-là, d'ailleurs, sur la crête andine, hein, vous le voyez tout au fond, c'est les monts de la chaîne andine, voilà, avec des neiges éternelles. Il y a certains monts qui sont à plus de 6000 mètres d'altitude. Voilà, dans cette partie-là, c'est le Chili, et puis un petit peu plus au nord, eh bien, c'est la Bolivie. Voilà, donc on est vraiment au pied de la chaîne andine.
Là, vous voyez toujours des très très belles photos à faire, des belles randonnées à faire tout au long de ces jours qu'on passe à Salta. Voilà, donc bien dans le nord argentin, on trouve aussi des petites villes coloniales, je vous en parlais tout à l'heure. Et donc, c'est le cas de Cachi, par exemple, qui fait parmi un des plus vieux villages d'Argentine. Pourquoi le retrouve-t-on ici au nord? Eh bien, c'est parce que en fait, les conquistadors espagnols arrivaient du nord et petit à petit, ils ont descendu vers le sud. Et voilà, donc c'est comme au Chili ou en Argentine, c'est dans le nord du pays qu'on retrouve les plus vieux villages. Donc, typiquement, ces villages bâtis par les Espagnols avec le bâtiment de l'administration, voilà, c'est un incontournable. Voilà, ces maisons blanches qui ressemblent un peu à celles qu'on peut voir en Andalousie. Voilà, et puis toujours la place principale, la Plaza de Armas qu'on voit là. C'est vraiment un style architectural classique des Espagnols. On va retrouver la même organisation urbaine au Pérou, en Bolivie ou au Mexique. Voilà, les Espagnols construisaient un petit peu toujours de la même manière. Voilà, et puis donc on va également visiter, on a passé donc plusieurs nuits à Salta, donc notre hôtel est dans le centre-ville de Salta, donc à chaque fois qu'on revient, eh bien, on peut aller se promener dans Salta. Donc je vais vous montrer quelques images. Donc Salta est une ville coloniale qui a beaucoup de cachets, avec des très très belles églises, bien sûr. Les Espagnols étaient très très croyants, donc partout dans l'Empire espagnol, ils ont laissé des églises. Voilà, et donc sinon on retrouve là encore une organisation urbaine assez typique qui là encore nous rappelle le sud de l'Espagne. Voilà, avec vraiment des très très belles églises, ouais, des très belles visites, je suis un petit peu vite, des très belles visites à faire. Et puis toujours bien sûr le bâtiment de l'administration espagnole tel qu'il avait été bâti à l'origine. Voilà, et puis ensuite donc eh bien on va quitter Salta et donc on va se rendre dans le dernier incontournable, je dirais, argentin. C'est bien sûr pour aller voir les chutes Iguaçu. Les chutes Iguaçu, qui, je le rappelle, sont à moitié côté argentin et à moitié côté brésilien. Et d'ailleurs, dans les dernières nuits d'un programme en Argentine, eh bien, généralement, on va dormir au Brésil. Il y a plus d'hôtels côté brésilien que du côté argentin pour aller voir les chutes Iguaçu. Donc, Puerto Iguaçu, la petite ville locale. Voilà, mais ce qui nous intéresse beaucoup, bien sûr, ce sont les chutes. Voilà, donc ce sont les plus grandes chutes du monde. Je vais vous montrer pas mal d'images pour terminer. Voilà, bon, vous en avez déjà vu aussi. C'est vrai que c'est pas une chute, mais c'est une succession de chutes qui est sur plusieurs kilomètres. Voilà, donc c'est un débit d'eau gigantesque. Voilà, c'est vraiment un spectacle unique. Donc vous voyez, on peut faire, si on le veut, en option des excursions pour aller se rapprocher des chutes, mais pas obligé de faire cette excursion pour pour voir le côté grandiose des chutes. C'est vraiment assez extraordinaire. Donc des petits trottoirs ont été faits, vous les voyez, qui nous permettent de nous approcher, d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur les chutes. Donc c'est un incontournable. Voilà. Donc on va passer la frontière, bien sûr, on va aller dormir du côté brésilien, et puis ensuite, eh bien, on repassera la frontière et on ira du côté argentin pour aller voir les chutes. Alors vous voyez aussi beaucoup d'animaux, parce que bien sûr c'est un parc national, donc il y a bien sûr les chutes, mais évidemment toute la forêt autour est magnifique, et dans cette forêt il y a beaucoup d'animaux. Il n'y a aucune chasse, bien sûr, et on est dans un parc national. Voilà, donc voici les chutes du côté brésilien. Voilà, c'est très, 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 très impressionnant. Un incontournable qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Ces chutes sont vraiment magnifiques. Voilà, donc j'en ai fini pour ma rapide visite de l'Argentine. Voilà, j'espère que ce petit diaporama vous a plu. Voilà, donc eh bien, j'espère vous retrouver très bientôt l'année prochaine quand on sera à nouveau en présentiel. Et puis en attendant, je vous rappelle qu'il y a un très beau voyage Argentine qui est programmé dans la brochure de Fitur. Donc n'hésitez pas à prendre la brochure et puis à observer, à profiter de tout ça. Je vous remercie encore et puis à très bientôt.